Yaurana, Annege, l'autisme est une réalité neurologique qui concerne de nombreuses familles ici au Fénois et ailleurs, appelant à une meilleure compréhension de la neurodiversité. Mieux accompagner les enfants autistes, c'est construire une société plus inclusive et bienveillante pour chacun. Aujourd'hui, on revient donc avec nos invités, Marie Perard, directrice de l'Institut d'insertion médico-éducatif, Yarana, Yorana. et Caroline Bravi, présidente de l'association Entre deux mondes, Yarana. Yorana. On lève ensemble le voile sur le spectre de l'autisme pour mieux accompagner les parcours de vie. C'est dans Manava, votre émission Infoservice. Aujourd'hui, on parle donc d'autisme ou du trouble du spectre de l'autisme. Le TSA, ce n'est pas une maladie, mais un trouble du neurodéveloppement d'origine biologique. Selon les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ un enfant sur 100 présente un TSA. Le repérage précoce est donc devenu un enjeu majeur de santé publique, permettant une prise en charge adaptée qui améliore significativement la qualité de vie et l'autonomie des personnes concernées tout au long de leur développement. On va essayer de comprendre aujourd'hui ce que c'est l'autisme ou le TSA. Justement, Marie, je me tourne vers toi pour la définition de l'autisme. Alors, l'autisme, c'est une façon de percevoir le monde différente. C'est une manière d'appréhender, de ressentir, de comprendre le monde qui est atypique. C'est d'ailleurs un petit peu le vocabulaire qu'on entend actuellement, les personnes neurotypiques et neuroatypiques. Donc, c'est vraiment une façon de comprendre différente, ce qui du coup va entraîner chez les enfants qui sont porteurs d'autisme des incompréhensions, des difficultés à vivre et à fonctionner dans le monde tel qu'on le connaît. Alors, on a quand même besoin de faire une petite précision aujourd'hui. Nous n'avons pas de médecin sur le plateau, donc nous allons être prudents sur nos propos. Je pense que c'est important de pouvoir le souligner. Et ça me permet de pouvoir rebondir aussi sur le TSA, trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi c'est important d'avoir ce mot, le spectre de l'autisme ? Alors, en fait, la notion de spectre, elle est essentielle parce qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes porteuses d'autisme. L'expression d'un autisme peut être légère pour une personne qui a des difficultés au niveau des interactions sociales et au niveau de la communication qui est à peine entravante dans sa vie de tous les jours, jusqu'à des TSA extrêmement sévères avec des enfants qui sont dans l'incapacité complète de vivre dans le quotidien avec nous, où la moindre stimulation, la moindre émotion, la moindre relation sociale est insupportable. Alors, je me tourne vers toi, Caroline, pour refaire un petit historique, puisque tu es présidente de l'association Entre deux mondes. Rappelle-nous pourquoi tu t'es investie dans cette association, s'il te plaît. Alors, j'ai créé l'association suite à des difficultés scolaires quand mon fils était petit et que l'on a vécu comme un rejet de l'éducation à l'époque et de la société de manière générale. Et donc, à l'époque, on savait pas qu'il était autiste. On pensait pas non plus qu'il était porteur de handicap. On savait qu'il était différent. Et du coup, j'ai mis un post sur un réseau social et je me suis aperçue en 24 heures qu'il y avait plus de 1000 likes avec une montagne de témoignages. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Il n'y avait pas encore assez de ressources à ce moment-là autour de l'autisme pour pouvoir aider, en tout cas pas d'association à proprement parler. Alors non, il y a eu une association mais qu'on ne connaissait pas et qui était pas, on va dire, qui correspondait pas trop à nos critères ou à ce qu'on recherchait. Et puis surtout, les ressources, en fait, on dit souvent que c'est une question de personnes et les personnes qu'il y avait, que ce soit dans le médical ou dans l'éducatif, au moment où on a été confronté à cette injustice et à cette forme de rejet. En fait, à l'époque, du coup, les systèmes se divisaient et, entre guillemets, se tapaient un peu dessus. Et nous, les parents et la famille, on se retrouvait un peu entre deux systèmes, un système éducatif et médical à l'époque, qui n'était pas du tout en corrélation. Et donc, on s'est retrouvés entre deux mondes. Alors justement, d'où le titre de cette association Entre deux mondes. Et je me permets de te poser du coup cette question en tant que maman. Ça va être quoi le besoin premier des parents lorsqu'ils vont découvrir que leur enfant est autiste ? Déjà, savoir que son enfant est autiste, c'est une première pierre vers l'accompagnement adapté ? Alors oui, souvent le personnel médical a du mal à poser le diagnostic, sauf quand il est très tranché et inévitable. On peut les comprendre. Alors,
moi, en tant que présidente, je comprends le pourquoi ils ont du mal, surtout quand ils sont petits, à poser, parce qu'en fait, du coup, ce sont des enfants en cours de développement, comme n'importe quel enfant. Et du coup, il faut attendre un petit peu de voir venir pour savoir si c'est vraiment. À l'inverse, les parents ont absolument besoin de cette étiquette parce que le diagnostic est posé. Après, expliquer à des parents que c'est pas une fin en soi, que certes, ton enfant peut être autiste, mais il peut évoluer comme n'importe quel enfant au final. Il évolue différemment, certes, mais il évolue quand même. Certains parents ont besoin absolument de ce diagnostic, d'autres en ont peur. Mais en tout cas, la réalité, au moins, les choses, elles sont posées. Alors justement, hein, Marie, il faut quand même pouvoir préciser qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des causes de l'autisme. Il faut faire attention à ne pas tout croire ce que l'on peut entendre à droite et à gauche. Oui, alors sur l'autisme, et depuis des dizaines d'années, on entend effectivement à peu près tout et n'importe quoi, des causes environnementales, des causes biologiques, des causes éducatives. Parfois l'alimentation. Parfois l'alimentation, effectivement. Alors ce dont on est certain, c'est qu'effectivement c'est un fonctionnement différent du cerveau, point. Après, si les parents ont des doutes, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est consulter en fait. Et aller poser la question à des médecins, à des équipes pluridisciplinaires qui, elles, seront en capacité vraiment d'éclairer sur la situation d'autisme de leur enfant. Alors, je vois que tu veux pouvoir réagir, Caroline. Oui, vite fait. Alors, de manière parent, nous, on aime bien quand on mène des actions de sensibilisation. Il y a de très jolies vidéos sur YouTube. Et il y en a une, j'aime beaucoup, qui explique qu'en fait, les capteurs à la naissance, en fait, de tous les enfants, et c'est pour ça qu'on diagnostique l'autisme plus tard, parce qu'en fait, contrairement à d'autres handicaps, ça se détecte pas à la naissance, ça se détecte dans les premières années de vie. Et c'est un médecin, il y a qu'un médecin qui peut poser le diagnostic. Mais du coup, en fait, on explique que les capteurs se mettent différemment dans le cerveau de l'enfant. Et il y a de jolies vidéos qui expliquent qu'en fait, il y a une image dans une vidéo qui dit que c'est pas parce qu'un CD de PS4, je crois, qui est dans la Xbox, ça veut pas dire que c'est cassé, c'est juste que ça fonctionne. Que c'est pas adapté. Voilà, que c'est pas adapté. Et du coup, ils ont une autre manière de voir les choses, une autre manière de fonctionner. Ce qui les caractéristique, c'est vraiment des difficultés sociales. Voilà, ils ont du mal à comprendre nos codes sociaux. Et des fois, j'ai même envie de dire de manière très drôle, on les comprend parce que je pense que même nous, des fois, on a du mal à se comprendre. Donc voilà. Alors, ce qui est important de pouvoir préciser, encore une fois, il n'y a pas de médecin sur le plateau, donc on va rester prudent, mais on a quand même besoin de savoir est-ce qu'il y a des signes, des premiers signes qui peuvent alerter ou justement nous diriger vers ce diagnostic dans les premières années de vie, justement. Il y a des signes un petit peu classiques que l'on peut voir? Alors, des signes classiques, je sais pas. Les signes, on va dire, standards tels que, et encore une fois, il faut que ça soit validé par un médecin. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux et des enfants qui peuvent avoir ces signes-là seront pas forcément porteurs d'autisme et d'autres troubles. Donc, c'est important. Mais on va dire les signes plutôt classiques, c'est un enfant, on aime bien appeler ça, qui est dans sa bulle dans les premières années, donc c'est-à-dire qui réagit, qui a du mal à réagir à l'appel de son prénom, qui a des comportements dits répétitifs, c'est-à-dire qu'il va aimer certaines choses et qui va rester enfermé dans ces cloisonnements-là. C'est des difficultés sociales, c'est de manière générale, ouais, c'est ça, un enfant qui répond pas à son prénom. En général, ce que je voudrais dire et qui a un peu réuni toutes les familles que j'ai pu rencontrer, en général, la maman, ça c'est beaucoup plus les mamans, on a ce truc de nous dire il y a quelque chose qui va pas. Et donc le conseil qu'on peut donner en effet, c'est de se diriger, et ça sera redit, vers des médecins. Et si jamais un médecin des fois n'est pas forcément formé à l'autisme, donc si jamais la réponse d'un médecin ne convient pas, notamment les médecins traitants, il faut à ce moment-là se diriger vers des médecins spécialistes. Mais les mamans qui ont toujours eu cette espèce d'intuition maternelle, cette espèce d'intuition maternelle, ont souvent eu raison. Ça veut pas forcément dire que c'est de l'autisme, mais en tout cas qu'il y a quelque chose de différent. J'invite les mamans en général à ne pas attendre. Une forme d'atypie justement qui est importante. Comme tu l'as dit, il faut toujours aller voir un professionnel de santé agréé, en tout cas spécialiste, là en l'occurrence de l'autisme. Et ça tombe bien, ça me permet une belle transition avec Marie pour savoir comment ça s'organise le diagnostic
pour l'autisme, je suppose qu'il y a des tests, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Alors les médecins, effectivement, c'est un diagnostic qui est posé par un médecin pédopsychiatre ou éventuellement par un neuropédiatre. C'est normalement une évaluation qui est faite par une équipe pluridisciplinaire qui passe du temps avec l'enfant, qui écoute la famille aussi, ce qui est assez essentiel. Que la famille puisse raconter leur vécu au quotidien avec l'enfant. Et puis après, effectivement, il y a des cotations, un document avec un certain nombre de critères à remplir et puis à arriver à un nombre positif d'items, le diagnostic peut être posé effectivement. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que c'est jamais une seule personne qui pose le diagnostic, c'est vraiment un travail d'équipe et le retour de la famille et des lieux de vie de l'enfant pour un peu plus tard, ça peut être l'école ou la garderie, une école maternelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de l'entrée à l'école maternelle, beaucoup de choses qui sont identifiées à ce moment-là. Voilà, ça, ce sont vraiment des professionnels qui vont permettre aux médecins un éclairage vraiment sur la situation de l'enfant. Si je comprends bien, ça se passe sur un long processus alors d'analyse, d'observation, ça se fait pas en une heure. C'est pas une séance, effectivement. Ça peut pas être fait en une séance. Alors, une fois de plus, je suis extrêmement prudente. Moi, les enfants arrivent au sein de l'IME, ils sont déjà plus grands. La question du diagnostic est déjà posée. Mais effectivement, ça demande de toute façon un vrai temps d'études, d'analyse et de réflexion autour de la situation de l'enfant, sachant qu'en fait, il faut que tous les autres diagnostics aient pu être écartés avant de pouvoir poser le diagnostic d'autisme. C'est important aussi de pouvoir dire, on sait que c'est de l'autisme parce qu'on est certain que ce n'est pas ça, ou pas ça, ou pas ça. Parce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent venir modifier finalement... Le champ des troubles neurodéveloppementaux, il est assez vaste. La question de la déficience intellectuelle, du handicap mental, effectivement, des TDAH, c'est des difficultés qui peuvent masquer des troubles, ou au contraire donner l'impression qu'il y a des troubles. Il y a d'autres choses qui sont plus standards, mais qui sont toujours vérifiés, c'est est-ce que l'enfant voit bien, est-ce que l'enfant entend bien? Parce que un enfant qui aurait un problème de surdité, par exemple, pourrait avoir une expression au quotidien de comportement qui ressemble à un autisme, alors qu'en fait, on est confronté à un enfant qui a juste un problème de surdité. Oui, en fait, on peut confondre avec d'autres troubles, d'autres handicaps. Justement, Caroline, une réaction? Ouais, alors moi je vais pas alerter aussi sur le fait que je rejoins ce qu'a dit Marie sur ce qu'on appelle le masquage. Ça peut aussi être complémentaire. Donc à l'époque de mon fils, maintenant on n'en parle plus, mais à l'époque on parlait de troubles envahissants du développement. Maintenant on parle de TND, troubles neurodéveloppementaux. Et c'est des termes qui ont tendance à changer, parce que du coup on découvre plein d'autres troubles. Il n'empêche qu'on peut être, mon fils par exemple, est TSA avec TDAH, donc avec trouble de l'attention hyperactivité. Son handicap majeur reste l'autisme, mais il a d'autres troubles associés. Et à l'inverse, il faut aussi alerter sur le fait des fois que le masquage de certaines... Il peut y avoir des erreurs de diagnostic. Je prends l'exemple d'une famille qui est venue nous voir. Leur fils avait 9 ans. Et en fait, à l'époque, nous, l'association, les parents étaient en train d'être formés par une orthophoniste qui venait de métropole et qui était spécialisée dans l'autisme. Et en fait, je rencontre cette famille lors de la formation du coup des parents. Et en fait, leur enfant avait 9 ans. Et le TSA était dit léger. Et en fait, tellement léger que même l'orthophoniste qui l'avait suivi était passé à côté. Et parce que du coup il avait des difficultés sociales, mais c'était pas il avait pas de déficience intellectuelle, il n'avait pas de problématique plus que ça à l'école, et du coup ils étaient passés à côté d'un TSA. Et en fait du coup la maman nous expliquait que elle reconnaissait à travers nos enfants comment son fils avait été petit, qu'il a une passion par exemple pour les voitures, et une passion telle que par exemple lui ses centres d'intérêt c'est d'aller dans les concessionnaires automobiles pour voir les voitures, et il adore ça. Et en fait, ça, ce sont des centres d'intérêt restreints qui peuvent correspondre à de l'autisme. Et c'est pour ça qu'on disait en début d'émission qu'il y a un spectre de l'autisme. Exactement. Puisque chaque personne a sa propre manière, sa propre bulle, en fait, comme tu disais au début d'émission. Oui, et puis même les professionnels ne sont pas tous formés. C'est quand même un handicap qui commence à se faire connaître dans le monde entier, pour lequel il faut se former, notamment pour les professionnels de santé. Et comme je disais, les médecins traitants, Marie, tu dis si je me trompe, mais beaucoup de médecins traitants et tout ne
ne se formeront pas parce que du coup ils sont en fin de carrière ou quoi que ce soit, ou d'autres qui n'ont pas le temps pour plein de raisons. Et donc du coup, à part aller voir des spécialistes ou des services publics spécialisés comme la pédopsie ou le CAMS, beaucoup de parents peuvent passer à côté. Et du coup, parce qu'un médecin traitant, nous, la phrase qu'on nous a beaucoup dit quand il était petit, c'est il faut le laisser grandir à son rythme. Si jamais ça peut arriver à des personnes qui se reconnaissent dans ce soir, qui nous regardent, est-ce qu'on peut les rediriger vers vous pour que vous puissiez les envoyer vers des professionnels qui sont spécialisés, qui sont agréés pour avoir ce genre de diagnostic? Oui, par exemple? Exactement. De toute façon, nous, notre position en tant qu'association, c'est qu'on ne pose pas de diagnostic. Moi, j'ai souvent des parents qui viennent en disant mon enfant est porteur d'autisme. Je leur dis souvent en rigolant, c'est Google ou ça vient d'un médecin. Et parce qu'on voit de tout et de n'importe quoi. Oui, surtout sur les réseaux sociaux. Et il faut être quand même relativement prudent. Mettre une étiquette, entre guillemets, c'est bien. Caractériser son enfant, c'est bien. Mais il faut pas vouloir à tout prix qui soit porteur d'autisme. Si ça peut être d'autres troubles neurodéveloppementaux, faut pas perdre à l'esprit quand même que ça reste un handicap. C'est-à-dire que nos enfants, on les aura à vie. Alors je vois que Marie veut réagir justement à tout ce que tu dis. Oui, effectivement, ce qui me semble très important dans ce que dit Caroline, c'est que après les enfants peuvent tous avoir des comportements atypiques. Et c'est pour ça que c'est cette démarche de diagnostic qui est longue, qui est un travail d'enquête minutieux, est essentielle parce que on peut pas juste parce qu'un enfant est dans sa bulle à l'âge de 4 ans considérer que il est autiste parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, il répond pas quand je l'appelle, ou alors il flappe, c'est quelque chose qui est assez caractéristique et assez décrit ou qui se balance. Voilà, c'est quelque chose qui est très décrit effectivement chez les enfants autistes, mais il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles un enfant a envie de se stimuler ou a besoin de se stimuler à un moment donné. Donc la question, c'est vraiment, j'identifie des choses, mais c'est ce que j'identifie, c'est persistant. Ça dure dans le temps. C'est pas juste une période. C'est pas un moment qui est compliqué dans la vie à un temps T. Et le travail, laisser le temps à l'équipe vraiment de poser ce diagnostic, parce que si parfois c'est long pour les parents, et je comprends par rapport à ce que peut dire Caroline par rapport aux parents de l'association, c'est que d'un autre côté, une fois que l'étiquette d'autisme est posée sur le front d'un enfant, c'est une étiquette qu'il portera toute sa vie. Donc, pour les professionnels, il est essentiel que de la poser de façon ferme, définitive et sûre. Et à l'IME, comment est-ce que vous accompagnez ces enfants concrètement du coup ? Alors, nous, à l'IME, en fait, depuis 2024, on a ouvert des sections d'accueil pour enfants porteurs de TSA, mais de TSA sévère, avec une déficience intellectuelle. Donc là, on parle d'enfants qui ont des troubles majeurs, complètement envahissants, qui sont pour la plupart non-verbaux, donc ils ne communiquent pas par le langage oral traditionnel, des enfants qui ont une hypersensorialité souvent auditive, mais en tout cas qui ont vraiment des hyper-réactions face à des stimulations sensorielles fortes, qui ont des difficultés d'accéder aux apprentissages, qui ont des difficultés à accéder à l'autonomie dans la vie quotidienne. Donc nous, l'accompagnement, c'est d'abord tenter de trouver des solutions de communication. On essaye de proposer différents outils, des outils qui conviennent à l'enfant et qui conviennent à la famille, puisque ce qu'on a choisi de porter au niveau de l'institution, c'est qu'il faut que ce soit des outils qui soient réutilisables à domicile. Si c'est pour faire des grandes théories de communication et qu'en réalité, le soir, quand l'enfant rentre chez lui, les parents ne l'utilisent pas parce qu'ils y mettent pas de sens ou parce que c'est trop compliqué, il y a pas d'intérêt. Et puis derrière, on travaille avec des éducateurs et avec une équipe paramédicale sur tout ce qui est accès à la vie quotidienne dans un premier temps. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, quand on parle de sujets de santé, il y a toujours énormément de choses à dire entre le diagnostic, les conséquences que ça peut avoir sur une vie. Mais ce qui est le plus important, c'est que comme on arrive sur la fin de l'émission, il faudrait qu'on puisse parler des journées qui arrivent très prochainement, Caroline. Justement, vous allez pouvoir vous renseigner lors de ces journées. Le samedi 18 avril, il y a une journée récréative à Pau-Faye, c'est cette semaine. Et on va pouvoir justement apprendre tout ce que l'on vient de dire sur ce plateau lors de cette journée. Oui, alors c'est une journée, donc là ça sera la 7e édition. L'idée c'est qu'on l'annualise un petit peu dans l'esprit de la population polynésienne, au même titre par exemple que la tahitienne ou que d'autres. Et c'est un événement récréatif, donc gratuit, ouvert à tous. On invite en fait la population polynésienne à découvrir sous forme de jeu des ateliers tenus par les parents. Et cette année, la petite nouveauté, c'est l'IME. Donc les différents éducateurs de l'IME vont venir tenir ces ateliers avec les parents.
Et l'objectif, c'est de découvrir sous forme de jeu comment est-ce que nos enfants perçoivent le monde. Il y a aussi à côté de ça tout ce qui est très ludique, donc du maquillage, des toboggans, des stands d'information aussi au niveau éducatif, médical, associatif. Et puis, petite parenthèse, donc on a une chanson polynésienne sur l'autisme qui vient d'être finalisée. On a un clip qui est en train d'être tourné, donc la chanson est pour l'instant secrète. Elle sera sortie avec le clip pour mi-mai. Et c'est une chanson polynésienne qui se veut pour les familles, pour qu'ils se sentent concernés, mais aussi pour que la population polynésienne puisse découvrir sous forme de chansons et percevoir et sont invités en fait à découvrir l'handicap de nos enfants. L'autisme, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas forcément une limite, c'est une manière différente d'appréhender le monde. On l'a dit plusieurs fois lors de cette émission et ça enrichit notre humanité commune. Alors pour vos questions express, on a eu la chance d'avoir le témoignage d'un parent. On voit ça tout de suite. Yorana, je m'appelle Mirabel Nanaya et je suis la maman de Naura qui a été diagnostiquée TSA, donc dit trouble du spectre autistique en 2022. Alors on a découvert que Naura était autiste vers l'âge de 2 ans, donc lors des rendez-vous au CPI, où on a pu voir qu'elle évoluait pas comme les enfants normaux. Et donc, dû à toutes ces analyses qui ont été faites par les médecins, par tout le corps médical, donc on nous a redirigés vers le CAMS qui a pu prendre le relais et donc a pu nous permettre au final de savoir que Naura présentait un trouble du spectre autistique. Alors, le quotidien avec Naura, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup d'organisation. Elle ne fonctionne pas tout le temps de la même manière. Donc, tous les jours, elle n'est pas comme chaque enfant normal. Donc, elle a une routine, par contre, qui s'installe. Donc, quand c'est perturbé, c'est compliqué. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'amour. Et surtout, que des victoires. Elle était SA non-verbale, donc elle ne parle pas, elle fait juste des petits bruits. Beaucoup de flapping. Donc, elle émet beaucoup de sons. Donc, elle est très bruyante. Après, on a l'habitude au quotidien avec elle. Donc, ça ne nous gêne plus. Aujourd'hui, ça ne nous gêne plus. Elle dit papa, maman. Mais elle a réussi à dire chaussures parce que je pense qu'elle en a marre de m'entendre dire chaussures, Naura, chaussures, Naura. Donc, maintenant, elle dit tutu. Donc, c'est déjà une victoire qu'elle dise chaussures. Elle a réussi à acquérir un mot. Donc, oui, on est content des petits efforts qu'elle fait à chaque fois. C'est beaucoup à la gestuelle, elle fait beaucoup, beaucoup dans le non-verbal, donc beaucoup sur les émotions. On arrive à l'étudier en fait, tout ce à quoi tout ce qu'elle ressent en fait, on arrive à voir à travers elle. Et comme on a l'habitude, comme je dis, ça passe et on arrive à la comprendre. Ouais. Et quand on la comprend pas, elle essaie de se débrouiller des fois. Bon, mais on fait en sorte, de faire des efforts, beaucoup d'efforts de notre côté. J'aimerais qu'ils comprennent que quand les enfants autistes font des crises, ils ne font pas des manières ou ce ne sont pas des caprices ou un manque d'éducation. C'est juste qu'ils fonctionnent différemment. Donc ils ont besoin, tous ces enfants, de beaucoup de bienveillance et surtout d'être compris. Non, je ne dirais pas qu'il est suffisant, mais qu'il est en nette amélioration et que les familles ont besoin de beaucoup de soutien et d'être compris et surtout de pouvoir être accompagné correctement, que ce soit administrativement ou médicalement parlant. Merci beaucoup pour ce témoignage et si vous avez besoin d'obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, vous allez pouvoir vous diriger sur ce premier site, service-public.ps/voir annuaire. Vous avez donc l'Institut d'insertion médico-éducatif, leurs contacts, leur page Facebook des différents centres, celui de Piré, de Paia, de Taravo, des liens vers la fédération Teniu Tehuma, le plan détaillé pour aller se renseigner des livres d'accueil en français et en tahitien et même leur calendrier 2026-2027.
Nous avons reçu aujourd'hui Caroline qui représente donc l'association Entre deux mondes. On vous propose leur page Facebook avec par exemple même leur site internet. Vous allez pouvoir voir énormément d'informations sur cette page Facebook ou en tout cas les contacter pour qu'eux puissent vous rediriger vers des professionnels de santé. Comme elle l'a dit tout à l'heure, ils ne feront pas de diagnostic, ils laisseront ça pour les professionnels spécialisés. Et enfin, un livre, L'autisme chez l'enfant, détecter, comprendre et accompagner son enfant. Votre enfant vous semble parfois en décalage avec ses camarades, vous avez l'impression qu'il traverse d'intenses tempêtes émotionnelles, vous vous demandez s'il n'est pas atteint du trouble du spectre autistique. Comment en avoir la certitude? Bien sûr, ce livre est là pour vous renseigner. Encore une fois, allez voir des spécialistes de santé pour avoir un diagnostic clair et posé. Merci beaucoup Marie d'avoir été présente aujourd'hui, d'avoir représenté donc l'IIME, Maururu. Merci pour l'accueil, merci beaucoup. Et merci beaucoup Caroline et Faitoito, justement avec toutes les personnes qui vont pouvoir vous contacter, qu'ils n'hésitent pas. Bien sûr, hein, qu'ils n'hésitent pas. Et puis, nous, on est là, on fonctionne comme une famille, donc ils sont les bienvenus. Voilà, j'espère que le message est passé, très chers amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu ito tatu farerira, trahoma parhena.